fait, à ma grande surprise, il y a eu un coupage de ma vidéo. En fait, comme je l'avais dit précédemment, je suis parti en freestyle et à un moment donné, il s'est avéré que mon téléphone m'a dit non, stop. Et je n'ai pas pu enregistrer plus, donc je tenais à m'en excuser et, pour cette coupure. Mais en vérité, ça prouvera bel et bien une chose, c'est que j'ai une trop grande gueule que pour la capacité de stockage de mon téléphone. Ça, c'était pour la petite vanne de début. Voilà, comme ça, les gens peuvent raccrocher. Ça m'a permis de réécouter ma première vidéo. Il y a juste une chose que je tenais à changer, une petite correction. C'est le professeur Jean-François Toussaint. J'avais dit François Toussaint, c'est Jean-François Toussaint, mais dans la précipitation. Vous savez, quand vous enchaînez comme ça entre les liens, des concepts, plusieurs sujets en freestyle, voilà, il y a deux, trois petites choses qui peuvent vous échapper. Donc, c'était une de ces petites choses qui m'avait échappé. Donc, voilà, précision là-dessus. Ça m'a permis de réviser, donc pas plus mal. J'ai affûté ce que je devais dire. Et ça, c'est pas plus mal. En fait, comme ça, je vais pouvoir en fait mieux articuler ici dans cette vidéo ici, dans la suite et fin, en espérant que j'aurai assez voilà, d'espace sur mon téléphone. Donc voilà. Rien qui change, si ce n'est que pour les plus observateurs d'entre vous, l'éclairage. Donc il y a juste l'éclairage qui va changer, étant donné que hier il y avait du soleil, aujourd'hui un peu plus grisonnant. Mais bon, c'est un point de détail. Je vais raccrocher parce que suite au sujet que j'avais abordé dans la dernière vidéo, et je vais conclure sur le sujet. Donc j'avais parlé en fait de la psyché. La psyché en fait parce qu'il y avait un ancien de chez Apple, iPhone, etc., qui avait parlé et qui avait dit qu'effectivement ils avaient étudié la psyché humaine que pour faire en sorte de mettre en commerce donc d'abord les smartphones, donc Apple ou Android, hein, qui apportent l'écurie, c'est la même chose. Euh, mais aussi, en fait, en vérité, les applications qu'elles se greffaient à ça. Parce qu'on va pas se mentir, ils nous ont inventé une multitude d'applications qui, la plupart, ne servent à rien. Et moi, la première chose que je me suis demandé quand elles sont arrivées, je me suis dit, sans trop leur faire de pub, mais bon, elles sont tellement ancrées que c'est pas moi qui va faire en sorte que je vais les propulser plus, mais on s'entend bien là-dessus. Mais je me suis dit, la première chose que je me suis dit, en, en voyant tout ça émerger, ben je me suis dit, tiens, on me dit, viens sur Facebook. Ok. Plus tard, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Snapchat. Ok. Puis WhatsApp, puis Viber, puis Skype, puis pour les plus connaisseurs, il y a Kik, K-I-K. Il y a aussi Hangout, avec S à la fin de Google. Donc toutes sortes d'applications différentes pour la même chose. Et je me suis bel et bien dit ça en fait. Comment ça se fait qu'on a un bordel d'applications qui sont différentes, nommées différemment, avec bon, un autre logo, hein, bon, toujours la présentation est tout autre, hein, mais c'est pour bien faire passer l'illusion qu'en fait, elles servent à quelque chose d'autre, alors que non, alors que pas du tout. En fait, quand vous y regardez bien, toutes ces applications-là, elles ont la seule et même fonction. Bon, après, vous avez Facebook, effectivement, avec la timeline infinie maintenant et le scrolling infini. Mais sinon, quand on y réfléchit à deux fois, est-ce qu'elles n'ont toutes pas la même fonction? Même Twitter, j'avais oublié, maintenant ça vient de revenir, Twitter aussi. C'est juste, en fait, susciter une réaction émotionnelle dans les sujets et faire en sorte que les gens déballent leur vie. D'ailleurs, à ce sujet de déballer la vie, et on va en revenir plus tard parce que c'est un sujet que j'aimerais bien évoquer par la suite, c'est l'inversion des valeurs. Mais y a un adage qui une fois avait été exprimé sur une timeline de quelqu'un, mais que j'ai retenu parce que c'était totalement vrai que en fait je me suis dit bah ça il faut que à un moment donné il faut que je mette ça dans un compartiment que je le reprenne. Et il y a cet adage qui disait c'est bizarre que avant quand on était dans d'autres générations plus jeunes, hein, pour les plus vieux d'entre vous, quand on était plus jeune, on va dire avant internet quoi, hein, avant tout ça, avant l'avènement, il s'est avéré que les gens en fait dans leur intimité ils avaient ce qu'on appelait un journal intime.
ils avaient ce qu'on appelle, je répète, un journal intime. Dans ce journal intime, on mettait quoi? On racontait en fait toutes nos aventures de la journée en fait. En fait, nos émotions, nos états d'âme, etc. À travers et au prisme de la réalité à laquelle on était confronté. Alors, effectivement, il y avait des confessions qu'on n'osait pas divulguer à telle personne. Je pense notamment à des confessions de type amourette, etc. On s'est amouraché pour quelqu'un, etc. On s'est pris de cœur pour quelqu'un et on n'ose pas lui avouer nos sentiments. Ça arrive encore, hein. Pour ça, il n'y a rien qu'à changer d'ailleurs. Mais je veux dire, ça arrive encore. Et effectivement, tout ça, on mettait dans un carnet. On appelait ça un journal intime. Alors, ce journal intime, si vous vous souvenez bien, si vous avez une souvenance de ça, qu'est-ce qu'on faisait avec ce journal intime-là? On le mettait en dessous d'un oreiller où on le cachait très très bien, une cachette vraiment secrète et que personne ne devait savoir. Et on ne voulait surtout pas que personne le lise. Au grand jamais, au grand jamais, on ne voulait que personne y touche en fait. Parce que c'était tout notre jardin secret, etc., qu'on n'osait pas dévoiler et divulguer au grand jour en fait. Voilà ce qu'il en était. Et on voulait que ce soit notre part d'intimité qui était vraiment enfermée à double tour, si on peut dire ainsi. Et maintenant, pour vous dire à quel point les choses ont changé, c'est que maintenant sur le timeline, etc., de Facebook, etc., hein, on met maintenant, ça veut dire, on expose sciemment notre vie privée, et contrairement à avant, on nous râle dessus si on ne regarde pas cette vie privée-là. Donc vous voyez jusqu'où ça va en fait. On avait d'une part une génération de personnes qui ne voulaient pas qu'on voie leur intimité, et maintenant on a des gens qui font tout pour exposer leur intimité et rompre avec l'anonymat. Des fois, ça peut aller très loin, hein, ça peut aller sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram que je n'ai pas cité tantôt. Voilà, ça me revient, mais tout se construit, tout se racole, tout se recoupe. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, on en est arrivé là en fait. Ces réseaux sociaux là, en fait, ont joué avec la psyché humaine, etc. Et ce sont en fait, si on y réfléchit à deux fois, si on y réfléchit bien, en fait, ce sont les bas instincts, ou alors comment des gens qui ont bien étudié la psyché humaine et nos bas instincts, en fait, ont su tellement bien nous manipuler qu'ils en ont fait leur fonds de commerce. Et à tel point que ça a devenu une habitude, en fait, pour tout un chacun, et que c'est ancré dans les mœurs, voyez-vous. Mais ici, j'ai fait une petite liste que je vais reprendre avec vous, qui, en fait, émunère point par point les différents mauvais côtés ou bas instincts de la personne, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y en a beaucoup quand même, hein. Et ça, je dois quand même rendre les lauriers à Frédéric Tadei, qui fait un travail de journalisme magnifique. Vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur journaliste en vogue à l'heure d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, Frédéric Tadei était sur le service public, d'abord sur France 3, puis France 2. Il animait une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais. C'était vraiment le dernier espace de liberté intellectuelle, de débat, de contradiction qu'on pouvait avoir. Et il s'est avéré que je ne sais plus c'était quand exactement, mais on l'a évincé du service public. Alors le grand prétexte c'était effectivement, oui, ce n'est pas assez regardé, mais bon, en même temps ça a été fait exprès, parce que ça a été mis à partir de 22h30, je crois, ou un peu moins, enfin dans ces heures-là, quoi, pour vraiment que ce soit pas intéressant pour le grand public qui regarde en fait des âneries, des abrutissements en fait tout le long de la journée. Pour qu'en fait, quand cette émission arrive là, limite, la personne qui est abrutie ne veut pas regarder ça, parce qu'elle s'est extraite, elle n'est pas dans le même humeur, dans le même état d'âme. Donc en fait, effectivement, c'était fait exprès. Déjà, le fait que ce soit mis à cette heure-là, c'était déjà fait exprès. Mais Frédéric Tadei a été évincé du service public. Et à mon avis, s'il a été évincé, on va pas se mentir, disons-nous les choses sérieusement, c'est parce qu'effectivement, il dérangeait. Il dérangeait parce qu'il réveillait les personnes. Il réveillait les personnes, effectivement, parce qu'il soulevait des sujets qui dérangeaient. Il apportait des contradictions, il apportait d'autres horizons de pensée, d'autres façons de voir les choses, et d'autres approches, d'autres lectures. Et ça, pour la démocratie, c'est très important. On va y revenir parce que c'est une aparté que je veux soulever en parallèle avec Hold Up, le film documentaire Hold Up que tout le monde a entendu parler à un moment donné ou à un autre. Il est très important que la contradiction soit soulevée et pourquoi elle n'a plus sa place à l'heure d'aujourd'hui, en 2020. Mais revenons au mauvais côté que je voulais évoquer, et je salue ici au passage Frédéric Tadei, qui fait un travail maintenant remarquable à travers la chaîne RT France,
Donc c'est Russia Today, Russia Today TV. Enfin non, Russia TV plutôt. Ouais, Russia TV qui est sur. Je ne sais pas si elle est sur une chaîne quelconque, mais je sais bien qu'elle officie sur Internet. Et en fait, il a été en fait dans une chaîne qui est pratiquement, je ne sais pas à quel pourcentage, financée par le Kremlin ou la Russie, ou enfin voilà, c'est financé par la Russie. Bon, pour vous dire à quel point ce personnage est attaché à la liberté d'expression, il va jusqu'à aller dans une chaîne où elle est financée par la Russie. Et en ça, ce combat est très honorable, même si c'est financé par quelconque autre pays, etc. Il faut se battre pour ses idées, il faut se battre pour la liberté d'expression, et je lui rends ses lauriers. D'ailleurs, si je devais évoquer d'autres personnes, chaque personne aurait ses lauriers avec moi. Donc je n'en veux pas moi, mais chaque personne, chaque laurier sera rendu, et vous verrez pourquoi par la suite. Toujours est-il que je vais m'adonner à vous énumérer ou à vous dicter en fait chaque point, mauvais côté en fait de bas instinct qui sont en fait soulevés avec ces réseaux sociaux là, mais qu'on a totalement oublié en fait. Mais je vais reprendre ce que Frédéric Tadei a dit. Il a dit l'impatience déjà, l'avarice, la pingrerie, la crédulité. Il y a aussi le gaspillage, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la paresse, l'envie de ne pas sortir de chez soi, que j'apparente à trop de confort. Quand on est trop confortable chez soi, on n'a plus envie de sortir, etc. La passivité, la superficialité avec les réseaux sociaux, etc., notamment apportée par Instagram, qui met en avant tout le temps le meilleur du meilleur, donc que ce soit avec des filtres photos, que ce soit avec des photos en haute définition prises avec des appareils de haute qualité, mais avec des beaux paysages, ou alors vous avez des modèles photos qui elles aussi sont prises avec à leur avantage, etc., amplifiées par des filtres, amplifiées par des retouches photos, etc., etc. Il y a vraiment une manipulation perverse à ça. Il y a aussi une sorte de haine, de colère qui est exprimée à travers les réseaux sociaux, parce que suscitée grâce à l'émotivité, l'émotivité directe, parce que subite, il y a beaucoup en fait, beaucoup de réactions émotives en fait sans raison, parce que où il y a de l'émotion, il n'y a pas de raison. Et les réseaux sociaux ont besoin de ça, c'est leur fonds de commerce. Ils sont obligés de susciter de l'émotion en vous pour faire en sorte que vous interagissez avec ces réseaux sociaux-là. Pour que je me fais comprendre, que vous mettiez des likes. Pour que vous mettiez des likes sur ces vidéos-là, ils sont obligés, eux, en amont, si vous voulez, de provoquer une réaction émotive chez vous. Alors c'est comment? C'est simplement en vous espionnant. En vous espionnant, en sachant pertinemment sur quel site vous allez, quels sont vos centres d'intérêt, quelles personnes vous côtoyez. Alors en fonction des personnes que vous côtoyez, etc., vous savez très bien, ils savent pertinemment, ou alors ils ont une pseudo-ordre d'idées, un pseudo-ordre d'idées, etc., pour se dire, bah tiens, ces personnes-là sont dans leur entourage, on va mettre ça dans leur timeline, dans leur scrolling, comme ça, effectivement, bah, il y aura une réaction. Donc, en fait, vous avez pensé tout le long que ces réseaux sociaux-là étaient gratuits, mais dans ce bas monde, surtout dans le modèle capitaliste, je dis bien, il n'y a rien de gratuit. Quand il y a une pseudo-gratuité qui est masquée, etc., qui est maquillée, apparente, et que vous pensez qu'en fait, elle est vraiment gratuite, non, c'est pas ça du tout. En fait, le produit, c'est vous. C'est à ce moment-là, le produit, c'est vous. Et ça, plusieurs économistes comme Charles Gave et Olivier Delamarche s'accordent à le dire. Que je rends aussi le laurier, parce que ça fait plus de 7 ans que je les regarde, très pertinents, des analystes économico-financières, politico aussi, sur la question de l'Europe, etc. Très intéressant. Je vous invite à aller voir, il y a tous des sujets à creuser, la souveraineté par le contrôle de la dette, etc. etc. C'est vraiment très très passionnant. Pour revenir à ma liste que je disais, il y a aussi l'entretien de la puissance. Parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, on se sent puissant à liker ou à relayer ou à reposter un article, mais en fait, on ne va pas se mentir, on n'est pas actif dans le réel. Ça ne va pas changer quoi que ce soit que vous relayez un article sur lequel vous êtes sensible. Imaginons, je ne sais pas, une loi a été votée et vous n'êtes pas d'accord, vous relayez, vous vous sentez, vous, dans la révolution, vous vous sentez actif, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est une illusion de l'activité, on va dire, révolutionnaire. C'est totalement ça. Et ça, je crois qu'il est au temps aussi de
de remettre l'église au milieu du village, de recentrer ce qu'il en est vraiment. Réaction émotive, je le disais, mais aussi le préjugé. Et beaucoup, il y a tout un bouillon de vanité en fait. Parce qu'avec ces photos qu'on met maintenant, les stories qu'on expose, etc., sur ci et ça, etc., sur n'importe quel sujet qui nous tient à cœur, etc., eh ben en fait, c'est aussi de la vanité avant tout. Quand vous avez des likes en fait sur vos photos, sur vos posts, etc., tout ça, c'est de la vanité. En fait, si on analyse tout ça, non seulement il y a un fonds de commerce qui est fait avec les pires instincts de l'être humain, mais en parallèle aussi, il y a aussi une volonté à faire en sorte que notre dopamine soit satisfaite. Voyez-vous? Et en fait, ça nous amène bien à une réflexion profonde, à savoir, est-ce que nous sommes, et je pense que poser la question, c'est y répondre, mais est-ce que nous sommes des traqueurs de dopamine? Et moi, si vous me demandez mon avis, si vous me posez la question, je vous dirais que oui. Parce que constamment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui me semble criant de vérité, et c'est totalement indéniable que nous sommes en fait des chasseurs, des traqueurs de dopamine. Dopamine, si vous voulez, c'est l'hormone, la petite hormone qui va stimuler le bien-être en fait dans votre cerveau. Et quand vous avez un like, c'est de la dopamine, parce que vous vous sentez apprécié. Okay, quand vous avez une flatterie au boulot, c'est de la dopamine. Il y a des études qui prouvent maintenant qu'en écoutant de la musique qui vous tient à cœur, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des frissons pour certaines musiques. Pour les plus mélomanes d'entre vous, quand vous avez en fait des frissons, quand vous écoutez une musique, il se trouve qu'en fait, il y a un sentiment de bien-être. Il y a une réaction émotionnelle qui se fait en vous. Et je ne sais laquelle exactement, parce que bon, encore une fois, je n'officie pas dans ce domaine, mais de ce que j'ai pu chercher et voir comme recherche sur ce sujet, effectivement, en fait, ça suscite en vous une émotion forte, mais une émotion qui est de l'ordre de la dopamine aussi. Donc, en fait, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est ni plus ni moins de la recherche de la dopamine. Et quand vous voulez, en fait, bon, moi, je vais aller peut-être un peu plus loin. Je crois qu'il y a de la dopamine positive et de la dopamine négative. Donc, quand la négative, je m'explique, c'est quand, par exemple, vous regardez en fait un film d'horreur. Ou alors que vous vous faites peur avec ce qu'on peut appeler maintenant, on a eu à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2012, on nous avait prédit la fin du monde. On nous avait dit, à cause du calendrier Maya qui arrive à sa fin, le 21 décembre 2012, nous allons mourir. Alors, je vais vous donner un scoop en ce jour. Apparemment, si on a survécu à la fin du monde, c'est que nous sommes immortels. Et que rien ne peut nous arriver, en fait. Parce que si on avait écouté les oiseaux de mauvais augure de l'époque, en fait, oui, on aurait tourné dans une psychose. Et en fait, mais il y a des gens qui y ont cru à l'époque. Il y a des gens qui pensaient, dur comme fer, que nous allions mourir le 21 décembre 2012. Or, il n'en était rien. Donc, quand je dis qu'il y a une flatterie de la dopamine négative, c'est qu'on se fait on se fait en fait peur, on aime se faire peur, et ça se recoupe un peu avec ce que disait le père de la psychanalyse, Freud. Il y a les pulsions, il y a des pulsions de vie et des pulsions de mort. Les pulsions de vie, vous avez le sexe, le bien-être, etc., qui peut être orchestré par toutes sortes de choses. Hein. Les voyages, aller dans un spa, se faire un thalasso, n'importe quoi, se faire du shopping, c'est très à la mode dans le capitalisme. Donc voilà. Mais il y a aussi, en fait, si vous voulez, se faire peur avec des dates comme ça, de la fin du monde, un astéroïde qui va passer, les professions de Nostradamus aussi. Ou alors vous avez tout simplement regardé un film d'horreur. Quand vous allez regarder toute la série de films d'horreur, d'ailleurs je n'ai jamais compris, moi personnellement, à titre personnel, je n'ai jamais compris vraiment l'utilité en fait des films d'horreur. D'ailleurs j'en parle autour de moi. Quand on me dit est-ce que tu aimes les films d'horreur, je réponds que non, je n'en vois pas l'utilité en fait. Et en fait, quand on y réfléchit bien maintenant, dans une réflexion prolongée comme maintenant, on peut se dire qu'effectivement, c'est une façon de se faire peur. C'est une dopamine négative, c'est du merveilleux négatif. Tu vois. Vous voyez, en fait, on est un peu des chercheurs de dopamine, des traqueurs, des chasseurs de dopamine, et à tout moment, en fait, on essaye de tendre vers ça, quoi, d'une façon ou d'une autre. Et il est important de souligner ça. Quand tout à l'heure, je disais qu'il y avait un peu trop de confort. Je disais dans la liste que j'ai énumérée, etc., que j'ai citée plutôt, on disait pas sortir de chez soi parce que
la paresse. La paresse, etc. Et un peu trop de confort. Je voulais faire une aparté par rapport à ça. C'est qu'effectivement, dans une société où en fait où on vous propose via le Play Store, etc., on vous propose toutes sortes d'applications qui va en fait vous faciliter votre quotidien. On vous le vend comme étant un mieux. Mais en fait, ce n'est que de l'assistanat. Ce n'est que de l'assistanat et rien d'autre. En fait, nous sommes assistés constamment. On nous met en fait des applications qui vont nous assister. Et vous avez toutes sortes de choses. D'abord le GPS. Bon, après, j'ai eu un débat avec quelqu'un, effectivement, qui m'a dit qu'il y a quand même un mieux, etc. Bon, j'entends. Mais de là à ce que ça devienne une habitude, je vous rappelle quand même, à titre informatif, chers amis, que dans la mythologie biblique, ils savaient se retrouver avec une putain d'étoile. Oui, avec une putain d'étoile, ils savaient retrouver leur chemin. Que nous, maintenant, sur 100 mètres carrés, à la ronde, ou 1 kilomètre, allez, je vais être gentil, 1 kilomètre, on va dire, allez, 1 kilomètre à la ronde, on sait même plus se retrouver. On n'a même plus le sens du repère. Donc ça, il y a une perte de choses, on va dire repérage dans l'espace, le sens de l'orientation, la définition des choses autour de soi, etc., etc. Il y a une volonté à tuer en fait certains sens aiguisés de la perception chez nous, en fait. Ouais, vous voyez. Et aussi, à côté de ça, vous avez autre chose. Vous avez aussi des applications qui vous vendent ça, comme par exemple, vous avez des livraisons à domicile avec l'ubérisation de la société. C'est un sujet que je ne vais pas creuser ici, mais l'ubérisation de la société, quand on creuse, c'est carrément une destruction de l'économie déjà. Vous avez en fait toutes sortes d'individus qui se croient en fait avantageux, mais derrière en fait vous avez toute une perte de droits, les congés, perte de revenus, perte de droits, perte de, enfin plein de choses, etc. Que je ne vais pas aborder ici, mais effectivement ces gens-là maintenant se croient de petits entrepreneurs et c'est un piège dans lequel on leur tend parce qu'ils pensent qu'ils vont être gagnants, alors que non. In fine, quand on fait la balance entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils perdent avec un vrai boulot, bah il y a beaucoup qui perdent en fait, en vérité. Et ça, il est important de prendre bonne note de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec l'ubérisation, on a accès maintenant à la livraison chez soi, ok. Mais tout ça en fait tend à vous sédentariser encore plus, à vous, en fait, si vous voulez, à vous rendre encore plus paresseux et plus capricieux en fait, si vous voulez. Et c'est ça le nœud du problème, c'est qu'en fait on veut que vous soyez le plus malléable possible. Le plus malléable possible, c'est en vous rendant capricieux, vaniteux, paresseux, et en fait en vous disant quoi penser. Et ça on va y venir par après. Ça va se greffer à la pensée unique, ça va se greffer totalement à la pensée unique, le modèle de société dans lequel on est en train de passer. Mais la pensée unique est le bras armé du totalitarisme. Et je crois qu'en ça, c'est très très dangereux et c'est pour ça qu'il faut le pointer. Il faut le dénoncer et se battre parce que c'est une attaque directe à la démocratie. Mais ce que je veux revenir pour finir avec mon point, c'est que toutes ces petites applications-là qu'on nous a mis, etc., donc je disais GPS, les petites applications qui vont vous apporter des pizzas chez vous. Alors ouais, waouh, vous avez une pizza chez vous, super. Mais à côté de ça, si vous recoupez en fait ce qu'il en est, on parle bel et bien de satisfaction immédiate de tout besoin et de tout bien. Vous avez en fait des livraisons chez vous qui sont faites. Donc si vous commandez quelque chose chez vous, quelque chose sur Amazon, bah, paf, vous l'avez chez vous. Donc ce sont les biens, les services avec les pizzas, etc., etc. Donc en fait, dans une société où on a trop de satisfaction immédiate, on est carrément en fait dans une société qui est hypnotisée en fait, qui n'est plus à l'affût d'autres horizons, d'autres façons de voir les choses, d'autres pensées, etc. Et c'est carrément une société qui a des œillères. Il y avait à ce sujet une émission d'Interdit d'interdire, je disais tout à l'heure de Frédéric Tadei, qui soulevait très très bien la question, je vous invite à rechercher en ligne, et vous verrez qu'effectivement, bah, une société où la satisfaction des biens est immédiate et constante, c'est une société malade, c'est une société qui ne va pas bien. Si vous voulez, c'est le thermomètre que vous mettez qui tourne au rouge. Et là, en ça aussi, il est important de soulever le problème. Parce qu'effectivement, on n'avait pas ça avant. Et je crois qu'effectivement, ça orchestre notre paresse. Mais si vous recoupez tout ce que j'ai dit, etc., ça orchestre aussi notre destitution. Ça orchestre pas mal de choses contre nous. Et je ne vois pas ça d'un bon oeil. Donc en ça, il faut le soulever et il faut en parler autour de nous.
il faut que les gens restent bien au courant de ça. Et ça m'en vient tout doucement à penser à toutes les réactions qui ont été suscitées par rapport au film documentaire Hold Up. Alors, Hold Up, je ne vais pas faire l'apologie ou la promotion de Hold Up. Je ne suis pas financé, je n'ai pas de lien d'intérêt avec quiconque, je vous le rassure. Ce n'est pas tant ça que je veux soulever ici. Ce n'est pas le film en lui-même. Je ne veux pas parler du film qualitativement parlant. Parce que ce serait encore rentrer dans des débats, si vous voulez, un peu trop profonds. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont soulevés. Et il faudrait en fait les reprendre point par point. Ce que je veux dire sur Hold Up, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ok, il a le mérite d'apporter des contradictions. Ok. Ces contradictions, si vous vous fiez à la première vidéo que j'ai faite, les contradictions, en fait, c'est totalement la politique inverse que de crier et hurler au loup. En fait, vous amenez, en fait, si vous voulez, un autre débat. Enfin, non, sur le même débat plutôt, vous amenez une autre vision. Vous amenez, vous coupez, en fait, on va dire, la pensée dominante. Quand vous avez tout le monde, effectivement, qui dit la même chose, vous arrivez avec autre chose, et comme je le disais dans la première vidéo, dans la Grèce antique, c'est ce qu'on faisait, on apportait la contradiction pour frôler l'exactitude des faits, et là je crois que en ça, Hold Up soulève ce point-là. Il apporte la contradiction pour justement essayer de prendre mieux la température avec le thermomètre du réel, pour essayer de mesurer une époque donnée, à savoir 2020, la crise du Covid. Vous voyez? Donc, moi, en ça, je ne vois pas trop de problèmes en fait. En vérité, je crois même que c'est très très simple. Il faut, à tout sujet, qu'on soit pour ou contre, etc., je crois que il faut apporter la contradiction. Et de plus en plus, en fait, et ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont me contredire, il y a de plus en plus de personnes, avant même de débattre avec moi ou avec d'autres personnes, je les entends dire « Oh, de toute façon, tu sais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. » Écoutez, les mecs, si on suit et on prolonge cette pensée et cette maxime-là, alors on ne parle plus de rien. Alors on ne parle plus, on ne débat plus de rien. Et ça, c'est grave. Et je me demande même si c'est pas le bras armé de la pensée unique. Le fait qu'on ne peut plus débattre de rien. Et ça, vous, j'espère que si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes attaché à la liberté d'expression, à la démocratie, etc., etc., des droits fondamentaux ou constitutionnels, si vous êtes attaché à ces droits-là, qui sont des droits chèrement acquis, je pense que il est grand temps de se dire que ce genre de maximes-là, il faut les évincer, il faut les mettre de côté. Parce que c'est un piège même. Il faut forcer le débat, il faut forcer la contradiction. Et je vais même aller plus loin. Il faut même accorder nos désaccords. Il se peut qu'à un moment donné, on ne soit pas d'accord avec l'autre, etc. Problème de forme peut-être ou de fond. En ça, je ne vois pas où est le problème. On a perdu la capacité aujourd'hui d'accorder nos désaccords. Alors, c'est normal à un moment donné, sur 7,5 milliards d'individus, vous n'allez pas trouver forcément tout le monde qui pense comme vous, même si, paradoxalement, c'est la pensée unique. Ok, c'est vrai. Mais, dans le fond du fond, si vous prenez personne par personne, citoyen Dupont, etc., etc., vous allez voir qu'à un moment donné, bon, il y a l'histoire est différente, l'éducation est différente, le terreau est différent. Ok, les valeurs et les principes, tout est différent. Mais en ça, je veux dire qu'il faut quand même creuser, il faut quand même poser les vraies questions et se dire, tiens, voilà, d'où tu viens, qui es-tu, j'aimerais apprendre à te connaître, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on voit qu'il y a une diversité. Et dans le nombre, dans les 7,5 milliards, vous ne pouvez pas avoir tous les individus qui pensent comme vous en fait. Et il est normal que de par leur background, de par leur passé, de par leur CV, de par leur situation passée et actuelle et future, il est possible effectivement de la provenance d'où ils viennent, leur culture, leur religion, il y a trop de facteurs à prendre en ligne de compte en fait. Mais il est probable qu'effectivement ce ne soit pas les copies conformes de vous, même si c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On essaye de créer une uniformité de la société. On essaye d'uniformiser les gens, d'uniformiser les pensées, d'uniformiser tout. Alors, quand vous regardez bien ce qui est en train de se passer, c'est totalement ça. Hein. Avec Je suis Charlie, on vous dit quoi penser, on vous dit qui pleurer,
on vous dit qui sont les victimes, on vous dit qui sont les coupables, etc., etc. Quand vous allez regarder un film au cinéma, on vous met une bande-annonce, on vous dit quoi aller regarder. On est bien d'accord. Quand on vous dit à un moment donné qu'il y a des pubs pour la mode, Dior et mes couilles, etc., à un moment donné, à ce moment-là, on vous dit quoi aller consommer. Les prêt-à-porter, les grandes surfaces, etc. On vous dit quoi porter, on vous dit comment vous habiller. Les modes sont faits pour ça. Les modes sont faits pour stimuler, en fait, si vous voulez, l'envie d'être frais, l'envie d'être dans le nouveau. Alors ça, le nouveau et le futur, c'est le dogme et c'est le bras armé du capitalisme. Le capitalisme ne cesse de justement se prémunir du futur et d'une modernité sous lesquelles il se range et ça marche. Hein. Parce que chaque année maintenant, on vous dit qu'il faut aller acheter un nouvel iPhone. Et beaucoup de gens vont se mettre dans ce piège-là, vont s'engouffrer dans ce piège-là que je ne comprends toujours pas. Mais avec une bonne manipulation, avec les bons arguments, avec encore la flatterie, vous serez dans le futur. Alors que concrètement, on sait très bien que maintenant, tout ça est une vile manipulation. Parce que les iPhones en question, d'abord, quand ils sortent à nouveau, les anciens, ils les downgrade. Donc ça veut dire qu'ils font en sorte de les freiner, ou alors de les ralentir, ou en fait de faire en sorte qu'ils soient moins efficaces que lors de leur première sortie. Okay, et aussi, en contrepartie, on sait très bien que le coût de l'iPhone n'est pas fabriqué sur un sol occidental, mais un sol oriental, ou en fait dans des pays pauvres. Effectivement, où en fait la main-d'œuvre ne coûte pas plus. Le coût de fabrication ne coûte pas plus que 120 €. La main-d'œuvre, elle ne revient à rien du tout. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne le sais pas. Et les gains de bénéfices par pièce, par iPhone seulement, c'est de l'ordre du phénoménal. Je crois qu'on est à plus de 800 € par gain, quoi. C'est exagéré. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'être humain. C'est du jamais vu, du jamais vu. Et pourtant, les gens coopèrent à ça. Ils coopèrent justement à l'ultracapitalisme, ils coopèrent à l'asservissement d'un certain peuple et de l'esclavagisme moderne, en fait, si vous réfléchissez bien. Parce que tous ces Thaïlandais qui fabriquent tous vos iPhones, dont vous êtes si fiers de prendre des photos et de vous pavaner avec et de vous exhiber avec, tous ces iPhones-là, en fait, sont fabriqués dans les pays pauvres. Mais en fait, ces pays pauvres-là, ils pourraient, en fait, ici, sur des sols avec des bonnes réglementations, des bonnes... etc., etc., ils pourraient gagner leur vie décemment. Mais en fait, vous contribuez à leur mise à mort, en fait, quelque part, en achetant ça. C'est que comme si vous diriez, je valide le système capitaliste, je valide la mondialisation, je valide le fait que ce soit construit ailleurs, que ce soit revendu ailleurs. Donc tout ça, c'est condamnable. Tout ça, il ne faut pas contribuer. Et vous tombez malheureusement dans le piège. On vous dit donc quoi acheter, on vous dit quoi aller regarder, on vous dit quoi écouter comme musique, ok, on vous dit quoi faire, quoi dire, quoi penser. Enfin, je veux dire, bref, vous l'aurez compris, on n'est plus maître en fait de nos actions, on n'est plus maître de nos habitudes, de nos attitudes, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je crois qu'en ça, c'est très condamnable. On essaye de nous uniformiser, de nous rendre en fait communs. Et pourquoi on essaye de faire ça? Pour une seule et même chose. Et là, j'en reviens à la première vidéo. C'est pour mieux insérer en vous une graine qui va être de l'ordre de la bonne parole. C'est pour mieux vous manipuler intellectuellement. Et c'est pour mieux façonner la pensée unique. Ok? Et en ça, c'est totalement ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que maintenant, au lendemain ou 2-3 jours après de l'apparition du film documentaire Hold Up, il y a plein de gens qui ont hurlé au loup, oui, c'est scandaleux, c'est complotiste, c'est révisionniste, c'est antisémite, c'est antisioniste. Alors dans ces cas-là, on va pas se mentir, hein, tous les adjectifs péjoratifs vont de bon ton. Hein. Et ils y vont. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de... Non, c'est la descente aux enfers totales. Alors, déjà, moi je me dis, waouh, c'est bizarre quand même. Parce que, encore une fois, la première vidéo, je rappelais au bon sens. Je vais encore rappeler au bon sens. Je me dis, c'est quand même un film documentaire qui a pris beaucoup de temps, que ce soit pour le montage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 37 intervenants, ou 35 ou 37 intervenants dedans. Alors, il y a des imminences. Hein. Il n'y a pas, c'est pas des gens, en fait, si vous voulez, derrière leur caméra, dans leur chambre, qui n'ont pas de CV ou quoi, comme les youtubeurs qu'on peut voir maintenant. Hein.
Les youtubeurs en vogue que voit maintenant, c'est comme ça. Ce sont des gens en fait qui n'ont pas de background. Un peu en fait comme Cyril Hanouna, si vous voulez. Cyril Hanouna, il est dans Touche pas mon poste. Le gars, il n'a jamais rien fait dans la profession. Il n'a jamais été journaliste, présentateur, quoi que ce soit. Et le gars, il arrive avec un bon costard, ok, et il commence à mettre un avis, à poser un avis, si vous voulez, sur telle émission. Mais en fait, oh grand, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour te légitimer de ton avis, de poser un avis sérieux sur une émission qui a demandé du temps, qui a été fait par des professionnels, en fait, des gens qui ont de la bouteille. Donc, en ça, on est en train, si vous voulez, d'encourager, par ce genre d'émission, on est en train d'encourager le jugement facile. Mais le jugement facile qui ne vient d'aucune autorité, qui ne vient d'aucune compétence. Et ça, en ça, c'est grave. Parce que je crois que si vous voulez poser un avis, ça doit être réfléchi. Or là, c'est tout le contraire. On veut que vous posiez un avis dans la réactivité émotionnelle. On veut que parce que vous êtes émotionné, hop, vous êtes directement réactif et vous posez un avis. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Avant de poser un avis, moi je me souviens que j'ai été éduqué sur des adages comme ça. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Je crois qu'effectivement, on est dans une génération où la langue dans la bouche, elle n'est plus tournée 7 fois. Elle n'est plus tournée 7 fois du tout. Du tout, du tout, du tout. Or ça pose un problème. Donc pour revenir sur Hold Up, ce que je disais concrètement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont hurlé au loup. Ouais, non, ok. Mais il me semble que ça a mis du temps quand même. Ne fût-ce que pour interviewer les intervenants, ne fût-ce que pour le montage, parce que ça demande du temps, hein, on va pas se mentir. Ne fût-ce que pour la bande son, le mixage, tout et tout et tout et tout. Même pour, je veux dire, tous les points qui sont soulevés. Les points qui sont soulevés sont des lourds points. Et ça a été soulevé par des juristes, des avocats, épidémiologistes. Il y a le toxicologue Bernard Fourtian qui est intervenu. Il y a Alexandra Orion-Code qui était une pro-vaccin, qui était à la tête d'un laboratoire, etc. Enfin, il y a le professeur Christian Perron. Ils ont des CV très, 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 très lourds. Hein. Je veux dire, ils sont même incontestables. Et vous avez des gens, en fait, 2-3 jours après, qui viennent me dire ouais, et alors avec tous les adjectifs que je vous ai dit tantôt. Mais je me dis à un moment donné, quand vous avez un travail comme ça qui est fourni, d'une telle considérabilité, d'une telle ampleur, qui a demandé un bordel de temps, qui a demandé beaucoup, beaucoup de temps, comment ça se fait qu'on a des gens qui, sur 10 minutes, sans déconstruire point par point, sans en fait fournir le même travail qui a été donné, sans me fournir 3 heures d'explication, sans me fournir, si vous voulez, des arguments valables, me disent simplement sur une réaction émotive, émotionnelle, me disent c'est un documentaire complotiste. Je dis non. Je dis non, les amis. Non. Qu'on m'apporte la preuve par A plus B égale C, qu'on m'apporte cette putain de preuve que ce documentaire-là, c'est de la merde. Alors, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, ok, mais je peux vous dire que tout ce que j'ai vu depuis le début du confinement vont dans le même sens. C'est très parallèle à ce qui a été dit dans le documentaire. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas me prémunir en fait d'une certitude dont moi-même je ne peux pas être qualifié pour m'en revendiquer. Toujours avoir une distanciation, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui sont sûrs. Les gens qui n'ont que des certitudes, il n'y a rien de plus dangereux, en fait, si vous voulez. Et comme un adage de Émile Cioran l'a dit, n'a de conviction que celui qui n'a jamais rien creusé. Ça veut dire que plus vous creusez dans les sujets, plus vous fouillez, et notamment dans les sujets, on ne va pas se mentir, hein, les sujets dogmatiques et religieux, hein, de l'ordre de la foi, etc., théologique, quoi. Quand vous creusez dans ces sujets-là, et je peux vous le dire parce que j'ai une connaissance qu'il a fait, j'ai une connaissance qui a creusé ces sujets-là. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça relève de sa vie privée, il en parlera un jour s'il le veut, mais je sais pertinemment ce qu'il a fait, et croyez-moi, il y a bien un truc qui me dit que plus il a creusé, et moins il sait. Moins il sait. Donc, quelque part, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui sont adressées sur moi sur Hold Up, qu'est-ce que vous savez, les amis? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes compétent? Non. Est-ce que vous êtes de la profession? Non. Alors, s'il vous plaît, à un moment donné, arrivez avec autre chose, quoi. Arrivez avec autre chose que
que de la réactivité émotionnelle de base, quoi. Je veux qu'on soit digne des humains du 21e siècle, édition 2020, c'est tout. Moi, je ne demande rien d'autre. Et en ça, Hold Up a secoué la pensée unique. Et moi, je trouve que si on est pour, on est contre, on s'en fout. Ça, c'est même pas le débat. Moi, je veux qu'au fond du fond, on se rende compte qu'il a soulevé des points importants qui ont apporté d'autres horizons. Et en ça, c'est frais, c'est ce qui est recherché pour notre vision d'esprit, pour qu'elle soit le plus partiale possible. Ou impartiale, non, impartiale possible. Impartiale, je dis bien. Impartiale possible. Voilà. En ça, je voulais aussi soulever ça. Je voulais aussi soulever que dans la pensée unique, suite à Hold Up, hein, on a tendance à évincer vite fait les gens qui pourraient poser problème, à les écarter en fait du troupeau. Et pour ça, je vous invite à aller regarder les vidéos d'Emma Cruchy et Philippe Bobola, qui sont récemment parus en ligne. Et si vous voulez, où on voit, Philippe Bobola explique bien que en fait, le complotisme aussi, le mot est désigné pour exclure en fait la personne du troupeau, parce que chaque personne a en fait besoin d'une appartenance à un groupe. On ne peut pas faire société tout seul. À même titre que la révolution tout seul, vous ne la ferez pas. Société tout seul parce que vous avez besoin d'appartenir à un groupe. Vous avez besoin qu'à un moment donné d'aller chercher vos produits dans une grande surface. Cette grande surface-là, elle fait importer ses tomates, etc., son pain, etc., etc. D'autres instances ou d'autres endroits ou d'autres industries ou d'autres organes, etc. Donc en ça, on ne peut pas faire société tout seul. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Mais dans cette pensée unique qui est créée à dessein, il y a l'effet qu'on veut isoler les gens. On veut les isoler, les calomnier, les injurier, de l'ordre de la diffamation et de l'ignominie, et pour qu'en fait on arrive, si vous voulez, à la fin, à ce que tout le monde leur crache à la gueule, à ce que tout le monde leur jette la pierre. Comme ça, en fait, dès qu'ils dérangent la pensée unique, hop, on les met de côté. On appelle ça, moi j'appellerais ça l'isolation individuelle, afin que justement la pensée unique puisse continuer à œuvrer. Et en ça, c'est très dangereux. Une fois, en écoutant Olivier Delamarche, il y a une personne qui aurait été le voir dans son bureau qui avait dit ouais, alors vous aviez Olivier Delamarche qui disait regardez, en Argentine, c'est arrivé, hein, on a été ponctionné sur les comptes, etc. Et alors vous avez la personne qui a été le voir qui a dit oui, mais l'Argentine, c'est des sauvages. Vous vous rendez compte de ce qui a été dit? L'Argentine, c'est des sauvages. En quoi l'Argentine, c'est des sauvages? On est tellement isolé du monde à travers ces écrans-là, parce qu'on est derrière notre télé, dans notre canapé, on est tellement bien installé dans notre confort, hein, qu'on a oublié d'entrevoir, en fait, si vous voulez, le monde entier qui s'ouvrait à nous. Et c'est ça l'un des problèmes aussi qui a été orchestré par tous ces écrans-là. C'est qu'à force d'être trop à nos écrans et trop confortable, encore pour revenir au sujet de tantôt, hein, à la satisfaction des biens immédiats, dans notre trop plein de confort, on a oublié d'entrevoir le monde en fait dans sa globalité et dans sa complexité. Parce que, regardez, ne fût-ce que pour mesurer l'impact du Covid en 2020 et quel impact il a eu à l'échelle planétaire. Vous devez en fait, si vous voulez, être possible de vous rendre à tous les endroits, un peu comme je disais dans la première vidéo, vous devez vous rendre dans tous les endroits en même temps, ce qui est physiquement impossible, c'est impossible. Mais croyez-moi, moi qui m'y suis intéressé à ce sujet depuis le tout début, c'est d'une complexité, parce que vous devez articuler, si vous voulez, le fait qu'il y a l'évolution bon, d'un moment à un autre déjà, mais il y a aussi l'endroit. Vous devez en fait articuler le temps et aussi la localisation. Et la complexité de prendre l'endroit et la localisation en même temps, et je vous parle pour 2020, je ne vous parle même pas à l'échelle de l'humanité, je vous parle pour 2020 seulement. C'est d'une complexité dont vous n'avez même pas soupçon, ok? Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, la facilité, en fait, c'est quoi? C'est de se mettre derrière son canapé, derrière ses écrans, et de recevoir une information donnée. Mais en fait, si on fait le travail vraiment pour essayer de se rapprocher encore, non pas de la vérité, mais de l'exactitude des faits, alors il va se passer quoi? Il va se passer qu'on doit vraiment tomber dans une étude,
dans un certain révisionnisme, afin justement de, si vous voulez, vérifier point par point ce qui nous est donné. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On instrumentalise à dessein la pensée unique, on organise votre consentement, ok, et toute personne qui dérange, on les exclut du groupe. On les exclut, comme ça, il ne vaut pas porter préjudice à toutes les personnes qui sont semi-éveillées ou pas encore hypnotisées ou endormies. Comme ça, ces personnes-là qui ont un doute ne peuvent pas accroître leur doute. Comme ça, le doute va être tué et ils vont suivre le troupeau comme les autres, etc. Il suffit de regarder la finalité de Matrix, c'est totalement ça. Hein. On est totalement dans un parallèle entre 1984, le meilleur des mondes et Matrix, en fait. Vous avez une salade macédoine de tout ça, en fait. Et vous avez une salade macédoine de tout ce qui est en train de s'arriver. Mais c'est encore la parabole de la grenouille. La grenouille, quand vous la mettez dans l'eau chaude directement, elle fait quoi? Elle rentre et elle sort. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et vous portez cette eau froide à ébullition, vous constatez qu'en fait, elle s'accommode en fait à la température qui est en train de grimper. Vous voyez? Et c'est ce qui est en train de se passer. On nous a accommodés petit à petit, en fait, à feu doux, en fait. On nous a accommodés à toutes ces choses-là. Et en fait, on a oublié, on est porté aussi d'une certaine amnésie. Alors pourquoi une amnésie? Parce que si vous voulez, tous ces faits-là, quand on les poste, les uns avec les autres, vous n'avez pas le temps déjà de les vérifier, mais vous êtes pris par l'émotionnalité de la chose. Et après, vous avez un autre qui arrive 10 minutes, un quart d'heure après, et si vous voulez, au fil du temps, au fil des années, vous avez une amnésie qui se crée en fait. Vous avez une amnésie. En parallèle aussi, je tenais aussi à soulever que je crois que pourquoi ça marche bien, c'est parce qu'en fait, on a réussi à enfermer maintenant les gens dans ce que je pourrais appeler un supplice de l'ordre de la mythologie grecque. Si vous avez une vague connaissance sur la mythologie grecque, les supplices, c'était par exemple celui qui devait monter, si vous voulez, la montagne en roulant la pierre, et arriver au-dessus de la montagne, le poids de la pierre prenait plus d'importance, et repoussait en fait la personne qui devait la monter, et ainsi de suite, d'une manière infinie. Vous avez un autre supplice, c'était, je pense, Prométhée, qui avait offert le feu aux mortels. Le feu, en fait, de la mythologie grecque était détenu par les dieux. Prométhée a été, volé le dieu et le donné aux humains. Pour punition, il a été enchaîné à un rocher et tous les matins, vous avez un piaf qui vient lui bouffer son foie. Alors la douleur se fait tous les matins, ressentir, etc. Et en fait, pour que ça devienne encore un supplice infini, vous avez en fait le foie qui repousse en fait tous les jours. Et en fait, ça fait comme ça un supplice infini. Vous avez en fait, selon moi, Narcissisme 2.0, qui est le nouveau supplice de la mythologie grecque, mais version 2020. En fait, c'est un supplice de la mythologie grecque 2.0. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a rompu en fait avec les dogmes de l'ancien monde, en fait, les dogmes à titre, les dogmes dogmatiques religieux, quoi, des différentes écuries, à savoir la religion catholique, islamique et protestantiste même, ou même judaïque, etc. Ok? On a en fait, si vous voulez, on a rompu le cordon ombilical avec le divin, la verticalité, etc. Alors qu'on soit religieux ou pas, hein, la religion amène plein de bienfaits, plein de vertus, plein de disciplines, ok? Et je crois qu'en ça c'est saluable. Mais on a rompu avec ça pour en fait mettre au centre de tout ça l'homme. Alors on a mis quoi? On a mis quoi exactement dans ce néo-narcissisme? On a mis l'homme au centre de tout. Alors avec des slogans comme si vous voulez, on n'a qu'une vie. Ou sinon, quand je vois aussi sur certains murs Facebook, qui me fait assez sourire, des filles qui relaient la phrase bateau du style le diable m'a envoyé, démerdez-vous avec ça. Donc en fait, on a toutes sortes de phrases qui en fait mettent au goût du jour et à l'honneur l'homme en lui-même. Mais si vous voulez, ça vous enferme dans un supplice où en fait vous vous auto-flattez à vous-même. Et vous êtes là à vous autocongratuler sans cesse. Je suis beau, tout va bien, j'ai mes likes. Vous voyez où je veux en venir en fait? Ça va très 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 loin, mais on ne se rend pas compte. Et pourquoi
Pourquoi en fait je tenais à soulever ce propos-là? Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. En dépit de la localisation planétaire, en dépit du fait qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, euh, en dépit de l'âge, en dépit de l'ethnie, en dépit de la religion, en dépit de la taille, du poids, en dépit du passé, en dépit de toutes sortes de facteurs qui nous différencient, ça a pu toucher toutes les personnes. Ça a pu toucher toutes les personnes peuplant cette planète en fait. Et pourquoi ça a pu toucher justement les personnes de toute cette planète? Parce que justement, ça a joué avec la dopamine. Voilà où est le piège. Voilà où est le piège, mais ça nous enferme. Ça nous enferme dans un nouveau supplice qu'en fait on ne voit pas. Parce que bon, ça nous fait tellement plaisir, ça nous met tellement bien en fait que voilà, on orchestre ça au quotidien. Et quand la dose n'est pas assez forte, on augmente. Et on répète l'opération jusqu'à en avoir assez. Mais vu qu'on n'en a pas assez, ça devient quotidien. La projection d'esprit se transforme en maladie d'esprit quand elle est entretenue. Et on est clairement, selon moi, dans une époque charnière, un tournant, où en fait, on est carrément en proie avec les maladies d'esprit. Et ça se recoupe assez bien avec le fait qu'on est en train de découvrir la psyché humaine. La dépression est encore récente, le burn-out aussi, hein, on va pas se leurrer. Donc on est en train de découvrir tout ça, on n'utilise que 2/10 de notre capacité cérébrale. Donc quelque part, ça se recoupe assez bien que nous ne sommes pas encore assez matures émotionnellement parlant. Et on ne sait pas encore se contrôler. Et vu qu'on ne sait pas encore se contrôler, on tombe dans ce genre de piège. Dans ce genre de néo-narcissisme 2.0, dans ce genre de supplice de la mythologie grecque 2.0. Voilà où on en est en fait. Voilà où on en est. Et je crois que tout ça doit être dit. Je sais que c'est long, je sais que j'ai dû m'exprimer beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est parce que, effectivement, pour saisir toute la complexité de la chose, il fallait que ce soit dit. Je crois que je ne vais pas aller plus loin dans tout ça. Je vais essayer d'écourter. Je vais juste dire quelle conclusion on peut apporter à tout ça. On peut dire simplement que la gestion de cette crise a été catastrophique. On nous a raconté tout et son contraire. Maintenant, sur la question des masques, sur la question des tests, sur la question de tas de choses, il y a plein d'incohérences. Et quand vous creusez, en fait, vous voyez qu'en fait, c'est plus des couilles qu'autre chose. On nous raconte des bobards. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent faire passer des vaccins. Alors, si on écoute l'imminent professeur Christian Perron, à l'heure d'aujourd'hui, il dit qu'il y a clairement un piège parce que ce ne sont même plus des vaccins, ce sont en fait des données ARN qui veulent rentrer en vous afin de vous modifier génétiquement. Et ça n'a jamais été fait à grande échelle. Ça n'a jamais été testé à grande échelle. Donc, on est clairement dans une politique de cobaye. En parallèle, ça risque justement d'affecter votre descendance. En parallèle encore, ils veulent introduire ces vaccins-là de manière obligatoire ou non, mais bizarrement, ils ont fait signer une clause à l'Europe comme quoi ils se désolidarisaient de tous les effets secondaires qui pouvaient arriver. Donc, comment ça se fait qu'on puisse se désolidariser comme ça d'une éventualité des effets secondaires des vaccins? Donc ça veut bien dire qu'ils savent qu'il va y avoir des effets secondaires. Donc s'il y a des effets secondaires, c'est qu'ils ne sont pas testés. C'est qu'ils ne sont pas efficaces. S'ils ne sont pas efficaces, pourquoi les rendre obligatoires? Alors que le taux de mortalité n'excelle pas les 1%. On est clairement dans une folie collective. C'est la bouffée délirante que DJ Raoult a parlé. C'est la bouffée délirante qu'on sait diagnostiquer en psychologie et en psychiatrie, pardon. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Mais on est clairement dans une folie délirante. Il y a un truc qui ne va pas, ce n'est plus du bon sens. Et en ça, il faut se réveiller. Pendant ce temps-là, il faut passer des lois liberticides. Pendant ce temps-là, il y a la loi qui vient d'être votée contre la sécurité globale en France, où en fait on ne peut plus, si vous voulez, filmer les actes policiers. Pourquoi? Peut-être parce que, effectivement, pour encourager les policiers à être plus violents. Comment ça se fait qu'on les réénumère plus? C'est quand même bizarre. Comment ça se fait que des lois de bioéthique ont été votées à 3h du matin dans le plus grand secret sans que personne ne le sache? Comment ça se fait qu'il y a des antennes 5G qui sont placées en même temps? Encore une fois, dans le plus grand secret, qu'on nous vend comme étant la meilleure technologie, hein, mais qu'en fait, on sait très bien que ça peut avoir une certaine
une certaine, enfin, je veux dire, un certain impact sur le futur avec une interaction éventuelle sur une nanotechnologie peut-être qui pourrait nous injecter dans la peau ou dans le vaccin. On sait très bien qu'en Éthiopie, pendant les deux confinements, l'entre-deux confinements, il y a eu effectivement des tests de puçage sous la peau. Donc ce n'est pas des mythologies, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas des dérives de l'esprit ou des dérives sémantiques, ou ce n'est rien de tout ça. Alors il y en a un qui me disait, oui, mais il n'y a rien en fait, il n'y a pas de complot, tout va bien. J'ai juste envie de lui dire, après ces 2 heures de vidéo, qu'on voit que tous les faits, un par un, bizarrement, viennent s'imbriquer l'un avec l'autre. Et une coïncidence, ça peut faire coïncidence, mais au bout de 10, 20 coïncidences, on n'est plus dans la coïncidence, les gens. On n'est plus dans la coïncidence. On est quand même dans la main invisible de quelque chose. Alors, je ne sais pas comment la nommer. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Je ne sais pas qui est à la manœuvre. Et à mon avis, ceux qui sont à la manœuvre, on n'entendra jamais parler d'eux. Qu'on se le dise. On n'entendra jamais parler d'eux. Mais il y a forcément quelque chose qui se trame derrière ça. Il y a quelque chose de l'ordre du machiavélique. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction du genre. De la manipulation massive des masses. Et en ça, je crois qu'il est important d'intervenir. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je pourrais encore m'étaler sur l'inversion des valeurs niveau 1984, où on disait que la guerre, c'est la paix, où la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, etc., etc. On est clairement dans quelque chose de cet ordre-là, ok, où les gens ne se cultivent plus, ne cherchent plus à savoir, parce que se détournent de la difficulté, de la dureté et la cruauté plutôt de ce qui est en train de se passer. Je peux comprendre que c'est éprouvant au bout d'un moment, mais quand c'est trop grave, il faut savoir à un moment donné réfléchir, poser un diagnostic et voir peut-être prendre les devants. Que ceux qui sortent que ceux qui ont des couilles les sortent. Que ceux qui sont faibles se mettent à côté. Qu'ils assument qu'ils soient faibles. Et qui laissent les gens qui ont des couilles, qui laissent les gens qui veulent changer les choses faire ce qu'il y a à faire. Je sais que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup, selon moi, sont importantes dans ce que j'ai été cité et rapporté. Mais je crois qu'il est grand temps de se réapproprier nos libertés, notre vie et aussi notre histoire. Parce qu'à aucun moment, il ne faut leur faire dire dans les bouquins d'histoire que c'était bien ce qu'ils ont fait. On sait très bien, nous qui sommes acteurs de notre temps, que c'est tout le contraire. Ils sont en train de se légitimer de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Alors, moi, je n'invite pas à l'anarchie. Enfin, oui, à l'anarchie, si, je l'invite. Mais je n'invite pas à tout casser. Je n'invite pas à aller en rue, soulever des pavés, etc. Mais je note simplement que dans l'histoire de l'humanité, aucun droit social qui a été acquis n'a été donné de consentement. Aucun droit social qui a été acquis n'a été donné de consentement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vous donner vos libertés si vous allez leur demander. À aucun moment. Ça ne s'est pas fait dans la non-violence. Est-ce que ça doit passer par la violence? Certainement. Maintenant, à quel degré? Je ne sais pas. Ou, comme un collègue à moi le dit, il faudrait peut-être révolutionner la révolution. Et en ça, c'est un concept qu'il faut creuser. Alors je sais qu'on peut se sentir désemparé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se croulent sous notre poids, enfin, sous notre possibilité à agir. On a le poids sur nos épaules qui est en train de peser très très lourd. Et ça nous coûte beaucoup d'énergie, de tout ce que vous voulez. Mais j'aimerais citer une citation du bouquin de Jean Ziegler qui colle parfaitement à ma pensée et qui est forte de sens. Et en ça, j'aimerais bien que vous l'imprimiez tous. Et je finirai ma vidéo là-dessus.
ils pourront arracher toutes les fleurs. Ils pourront arracher toutes les herbes, tous les arbres, toutes les cultures, les blés, tout ce que vous voulez. Mais jamais, au grand jamais, ils ne se rendront maîtres du printemps. Merci à vous pour votre intérêt. Merci d'avoir visionné. Je n'ai encore une fois aucune prétention. Je cherche juste à éveiller les consciences parce que je crois qu'il est grand temps que les gens s'éveillent. Commencez par un début. Rassemblez les gens qui ont les mêmes idées que vous. Formez des petits comités. Et puis, allez au-devant. Agir. Allez dans l'agissement. Allez sur le terrain. Et comme Louis Fouché l'avait dit, il faut être doux avec les personnes et fort avec les idées. Il faut aller au bout de ces idées et se combattre pour nos droits. Réapproprions-nous notre histoire. Ne laissons pas le chasseur raconter l'histoire des lapins. À aucun moment, on doit les laisser faire. Merci à tous et peut-être à bientôt.